Au nom de Laïc France, ou de la région France de Laïc, c'est comme vous voulez, soyez les bienvenus ici pour notre fête décennale. Parce que c'est vrai qu'à Paris, tous les 10 ans, nous fêtons Laïc. Cette fois-ci, nous sommes réunis ici, à l'UNESCO, et j'en profite pour remercier sincèrement l'UNESCO de nous accueillir ici. Parce qu'il y a une raison précise pour laquelle nous sommes ici et non ailleurs. Mais je laisserai le soin au groupe Histoire tout à l'heure de vous expliquer tout ça. Ils le feront bien mieux que moi. J'aimerais également remercier Brito. Brito est un artiste contemporain, brésilien, de renommée internationale et qui, j'ai dit brésilien, certains auront peut-être déjà deviné, par amitié pour Méoué, nous a fait la gentillesse de créer une œuvre et de l'offrir à la région France de Laïc à l'occasion des 60 ans de notre association. Merci Brito, et je pense que vous tous aurez l'occasion de ramener une œuvre de Brito chez vous. Je souhaite la bienvenue à la présidente de Laïc, au bureau de Laïc, qui est ici presque au grand complet. Merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil de Laïc des autres régions et qui ont fait le déplacement. Nous les remercions aussi sincèrement. Je remercie tous les membres de Laïc, d'ici ou d'ailleurs, qui ont fait le déplacement, qu'ils soient permanents ou freelance, et j'inclus dans ces remerciements les candidats et les pré-candidats à Laïc. Je souhaite la bienvenue aussi aux chefs interprètes qui sont ici parmi nous, qu'ils soient en activité ou qu'ils soient anciens chefs interprètes, parce que je sais que ceux-là aussi sont bien représentés aujourd'hui. Et ils représentent le Parlement européen, la Cour de justice des communautés européennes, l'OCDE, l'OTAN, le Conseil de l'Europe. Merci beaucoup d'être venus et d'être avec nous aujourd'hui. Sont également parmi nous, et cela nous fait très plaisir, les représentants de la DGA du ministère de la Défense, de la DGLF du ministère de la Culture, de l'UNESCO, de la FILS, que nous écouterons tout à l'heure, de l'AITC, de l'AFNOR, l'Observatoire européen du plurilinguisme et le MUSEM. Merci beaucoup d'être venus et je sais que nous avons beaucoup de points en commun et des centres d'intérêt qui nous sont communs. Je m'en voudrais d'oublier nos 3 écoles d'interprètes, l'ESIT, l'ISIT et l'ITIRI, qui sont ici aujourd'hui avec des étudiants de ces 3 écoles, ce qui me semble quand même très important. Je m'adresse à tous les étudiants. Merci d'être venus parce que vous êtes la relève, vous êtes nos futurs collègues et j'espère aussi les futurs membres de l'Association internationale des interprètes de conférences et je souhaite la bienvenue aux interprètes en langue des signes qui sont venus eux aussi être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous honorerons la mémoire des fondateurs de Laïc, des anciens, et des interprètes de Nuremberg. J'espère que vous aurez l'occasion tout à l'heure de regarder l'exposition qui a été préparée pour vous. Et j'en profite pour remercier la région Allemagne de Laïc, sans laquelle cette exposition n'existerait pas. Tout simplement parce que c'est eux qui ont eu déjà l'idée de faire cette exposition et qui ont fait les recherches iconographiques et biographiques nécessaires à une telle exposition. Merci à nos collègues. Nous avons aussi l'immense plaisir d'accueillir les familles de nos pionniers. Sachez que vos noms sonnent très fort ici et partout à Laïc. Merci d'être venus et sachez que vous êtes chez vous parmi nous. Les membres fondateurs de Laïc nous ont donné Laïc. Et avec elle, je pense surtout une profession, une vraie profession. Posons-nous la question, si Laïc n'existait pas, il y aurait certes des interprètes, beaucoup d'interprètes devant beaucoup de micros. Mais y aurait-il une profession? Y aurait-il cet ensemble de principes, de valeurs, de textes et de règles, car il en faut, de structures aussi et de procédures, tout cet ensemble qui nous sert de référence commune et aussi nous met à l'abri du sort d'électrons libres qui serait le nôtre
sinon. J'aimerais également dire que laïque déclenche parfois les passions. C'est vrai, nous le savons. Nous sommes bien placés pour le savoir. Mais ce qui me paraît important, surtout, c'est de bien savoir, un peu comme dans la publicité de cette montre d'une marque suisse célèbre, que personne, que nous ne sommes pas et jamais vraiment propriétaires de laïque. En revanche, nous en avons la jouissance et la responsabilité pendant quelque temps avant de la transmettre à la prochaine génération. Et je pense que c'est ce que nous avons tous à cœur de faire. Je vais passer la main maintenant à Mewe, qui va intervenir pendant quelques instants, après quoi nous donnerons la parole à Linda Fitchett, présidente de laïque, pour un message certainement très attendu. Ensuite, à la vice-présidente de la FIL, Céline Juillet. Permettez-moi un mot d'explication à propos de l'intervention de la FILS ici aujourd'hui. À la dernière assemblée de laïcs à Buenos Aires, nous avons fait beaucoup de choses, échangé beaucoup de textes, c'est vrai. Nous avons aussi apporté un changement à nos textes dont nous parlons un peu moins, mais qui nous semble, et me semble en tout cas, très important. Ces nouveaux textes permettront aux interprètes langue des signes qui le souhaitent de devenir membres de laïcs. Alors nous avons souhaité les accueillir, leur donner la parole, parce qu'il est temps de faire connaissance pour pouvoir faire des choses en commun. Ensuite, nous donnerons la parole au professeur Calvet pour qu'il nous présente son baromètre des langues. Je n'en dis pas plus, personne ne peut faire ça mieux que le professeur Calvet, et je lui réserve donc ce plaisir. Ensuite, nous ferons place à l'histoire, j'y ai déjà fait l'allusion. Cette partie de la journée sera gérée entièrement par le groupe Histoire, que je remercie d'être ici au grand complet. À vous quatre, merci beaucoup d'être là. Nous passerons ensuite à une conclusion musicale avec notre collègue Susanna Bartila, accompagnée d'un ami. La musique est aussi importante, et ce qui est important aussi, c'est après le verre de l'amitié auquel vous serez tous invités. Merci. Merci. En apprenant que laïque allait fêter ses 60 ans, mon mari a voulu mettre en forme un certain nombre de réflexions sur l'essence de notre métier. Essence que nous avons tendance à oublier, souvent accaparés que nous sommes par ces conditions d'exercice. Voici donc ces quelques réflexions. En découvrant un extrait du Discours de la dignité de l'homme, dans lequel Jean Pic de la Mirandole, en 1486, présente à ses pères et aînés, car il n'a que 23 ans, une philosophie nouvelle qui prend la forme de 900 thèses philosophiques, théologiques et kabbalistiques visant à unifier tout le savoir accessible, découvrir les secrets de la création, les révéler aux hommes et ramener ainsi la paix sur terre. L'auteur de ces lignes, aux ambitions sensiblement moindres, s'est souvenu d'une scène qui réunit lors d'un dîner quelques collègues et amis de son épouse, tous traducteurs ou interprètes de conférences. Alors que la soirée se déroulait dans une atmosphère débonnaire, au gré d'une conversation portant sur les interprètes, leur hôte observa naïvement, à voix haute, que ces derniers n'avaient en somme aucune spécialité. Cela déclencha la réaction aussi vive qu'immédiate de l'une des convives, scandalisée de se voir considérée comme une personne ne pouvant se prévaloir que d'un savoir essentiellement moyen, puisque dépourvu de toute compétence particulière, toute compétence disciplinaire particulière. En quoi elle avait raison, mais non de se scandaliser. Si la soirée retrouva bientôt son aménité, ce fut grâce à l'intervention d'une autre convive, tout aussi interprète que la précédente, qui, venant soutenir avec calme l'imprudent, lui permit de s'expliquer et de se justifier, comme il se propose de le faire maintenant avec l'aide, il faut bien cela, de Pic de la Mirandole, comte de Concordia, le bien nommé. Dans ce texte célèbre qui, en raison de la vision de l'homme et du monde qu'il produit, se lit comme un manifeste de l'humanisme, Pic de la Mirandole s'emploie à caractériser l'homme. Lors de la création,
telle que la représente le grand humaniste, Dieu, en effet, crée un homme sans qualité, pour reprendre le titre du roman de Musil, publié plus de 5 siècles plus tard. Car Dieu ne lui a rien donné en propre. Seulement, au contraire, tout ce que chacun avait eu de particulier, faisant de lui ainsi une œuvre sans trait distinct. Épique insiste. Dieu n'attribue à l'homme aucun don spécial d'aucune sorte. Il fabrique un être neutre, littéralement, puisque ni ceci, ni cela, céleste, ni terrestre, immortel, ni mortel. Or, en raison de cette nature par défaut dont Dieu le gratifie, l'homme se tient non seulement au milieu, mais au centre du monde. Une situation idéale à laquelle il doit de devenir un passeur, dans la mesure où il fait la transition entre les créatures, et plus encore, un intermédiaire. Ce dernier rôle vient de la position médiane dont l'homme bénéficie, mais aussi et surtout de ce que celle-ci lui donne la possibilité d'opérer une médiation entre ceux qui, sans lui, resteraient épars, s'opposeraient, voire s'excluraient. Tel, dit Pic, la durée stable et le temps qui s'écoule, soit rien de moins que Dieu et les hommes, à qui reviennent respectivement ces deux modes de la temporalité. Ainsi, cet homme, parce que sans qualité, constitue la liaison, bien plus, renchérit Pic, qui cite les oracles chaldéiques, le mariage d'un monde dont il assure de la sorte la cohérence, l'unité et l'harmonie. Associé aux 3 facultés que l'homme a en partage avec les animaux pour l'une, les sens, et avec Dieu pour les 2 autres, la raison et l'intelligence, sa place centrale et sa fonction de passeur qu'elle lui confère le disposent naturellement à l'exercice de l'interprétation. Comme l'indique le préfixe inter de ce mot, l'interprétation s'accorde au statut intermédiaire de l'homme, grâce auquel celui-ci invente le lien entre le connu et l'inconnu du monde, le compréhensible et l'incompréhensible, l'intelligible et l'inintelligible. L'homme de l'humanisme pénètre et éclaire les choses. Il s'en fait littéralement l'interprète, car il procède à l'interpretatio, soit étymologiquement à la révélation des choses cachées. Qui n'a reconnu dans cette conception humaniste d'un homme, centre d'une création, qu'il est en situation d'interpréter, de révéler, d'ouvrir à ses contemporains pour, en ces temps où point la menace religieuse, pour assurer la paix civile et le bonheur de tous? Qui n'a reconnu dans cette créature, dont l'effacement est la condition nécessaire et tragique du succès de sa tâche, non pas surhumaine, mais pleinement humaine, qui donne sens à notre monde et contribue à son édification en y restaurant, çà et là, en pointillé, mais sans relâche, une communication où résonne l'écho du mythe nostalgique de Babel? Qui n'a reconnu dans cet être la singularité et la grandeur essentiellement paradoxale de l'interprète de conférence? De même que Pic de la Mirandole, homme et humaniste éminent, qui dans ce texte correspond si bien à l'homme qu'il recrée, en prêtant à Dieu, dont il se fait ainsi l'interprète, sa voix, sa langue et son discours, apparaît ipso facto comme le créateur poétique du créateur. De même, l'interprète n'est-il pas celui qui donne vie à ceux qui, sans lui, demeureraient proprement insignifiants, inexistants, et derrière lesquels il s'applique cependant à disparaître? Alors sachons gré à Pic de la Mirandole de situer avec l'homme l'interprète au centre de notre monde. Sachons gré à l'interprète d'actualiser la puissance de cette pensée humaniste exemplaire. Et sachons gré à tous deux de nous transformer, nous aussi, le temps de ce rapprochement, d'autant plus nécessaire et significatif qu'il était imprévu, en interprète. Merci.
Il est bien difficile de suivre un tel texte philosophique et il faut maintenant descendre un peu plus terre à terre. Chers invités, chers collègues, mesdames et messieurs, je vous souhaite tous très chaleureusement la bienvenue à notre fête aujourd'hui. Je pense qu'on a énormément de chance à voir un grand soleil briller pour nous, parce que j'avais peur d'avoir dit au début que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cause des températures à l'extérieur. Mais enfin, aujourd'hui, c'est le soleil qui accueille notre fête. Nous célébrons cet après-midi les 60 ans de l'AIC dans la maison de l'UNESCO, qui est en quelque sorte notre maison mère. Car, comme vous allez sans doute entendre plus tard, c'est ici que notre première assemblée a été convoquée le 11 novembre 1953. Et nous remercions tous évidemment l'UNESCO de nous avoir permis de nous retrouver ici aujourd'hui, non pas pour une assemblée, mais pour une fête. Je pense que toute association qui arrive à 60 ans a le droit d'en être fière. Fière d'avoir survécu dans un monde qui évolue si vite. Je sais que lorsqu'un être humain atteint la soixantaine, il commence à imaginer que le monde change de plus en plus rapidement. Mais on me dit que même aujourd'hui, les jeunes sont aussi conscients de la rapidité de cette évolution et sont donc obligés de changer de smartphone, d'iPad ou même de lecteur MP3 tous les mois, au grand chagrin du budget familial. C'est le progrès rapide de la technologie qui fait changer le monde et notre profession, et qui influe aussi sur notre propre budget de laïc. Ceci est un petit clin d'œil aux membres de notre conseil de gouvernance qui sont présents aujourd'hui, que je salue, mais qui trouvent notre budget IT aussi très élevé. Fiers, je crois, aujourd'hui, de nos pères et mères fondateurs qui ont eu la vision de créer notre association à laquelle ils ont donné des structures et des règles, puis de créer toute une profession avec un code déontologique et des normes de travail qui ont été copiées pour devenir la base de notre profession dans le monde entier. Les structures de notre association sont restées intactes tout au long de ces 60 ans, jusqu'à ce qu'un petit personnage arrive sur scène il y a 2 ans avec une proposition de tout changer. Qu'elle soit pardonnée, car elle a pensé qu'après 60 ans, on pourrait oser un petit changement. Nous regardons aujourd'hui, certes, vers le passé. Et je voudrais saluer tout spécialement mes prédécesseurs, les anciens présidents de l'association. En toute première place, évidemment, Christopher Thierry, notre président d'honneur très honoré. Christopher était membre fondateur et source d'inspiration déjà pour plusieurs générations d'interprètes. Et il va certainement nous parler plus tard de son dernier exploit, d'avoir mené à terme, avec son équipe, notre projet d'écrire un livre d'histoire de l'association et de la profession. Le livre, qui s'appelle « Naissance d'une profession », sera lancé aujourd'hui. Et si vous lui demandez gentiment, je suis sûre que Christopher serait prêt à vous dédicacer votre exemplaire que vous avez acheté, je crois, déjà en grand nombre, et c'est très bon,
parce que comme ça, notre budget ne va plus trop souffrir. Je salue aussi donc nos anciens présidents Gisela Cibot, Monique Ducroux et Benoît Crémer, il est là. Et évidemment, je salue tous ceux et celles qui n'ont pu venir aujourd'hui ou malheureusement ne sont plus avec nous, mais qui nous regardent peut-être de là où ils sont, jaloux de ne pas pouvoir participer à cette fête. Je salue surtout les membres de la famille de quelques-uns de nos collègues disparus qui ont accepté de venir aujourd'hui. Il est vrai que notre métier nous éloigne très souvent de nos familles, heureusement peut-être, car il est bien connu que les interprètes ne parlent que de leur métier. D'où l'obligation donc pour les familles de devenir aussi membres de la famille AIC. Je salue surtout tous les collègues qui ont donné et qui donnent maintenant de leur temps et de leur énergie pour faire vivre cette association et défendre notre belle profession. Et puisqu'il faut regarder, comme l'a dit Bettina, aussi vers l'avenir, je salue tous les jeunes collègues qui sont présents aujourd'hui avec nous et aussi les représentants des écoles de l'interprétation parce qu'il faut bien former la relève. L'association doit changer avec les temps et l'avenir appartient aux jeunes, à la relève, qui aura la responsabilité de faire vivre cette association et la profession pour les 60 ans à venir. Comme je l'ai dit, c'est la technologie qui fait bouger le monde et qui touche notre profession aussi. Elle nous a amené beaucoup de bienfaits. On n'est plus obligé de voyager avec des kilos de dictionnaires. Un iPad nous accompagne dans nos recherches d'informations et de vocabulaire aujourd'hui, ce qui est une très bonne chose, surtout vu les prix des accidents de bagages chez Ryanair de nos jours. Mais la technologie nous crée en ce moment aussi beaucoup de remue-ménage avec l'arrivée de la téléconférence, le crowdsourcing des interprètes un peu partout dans le monde et les dangers que cela pourrait représenter pour les conditions de travail et la santé des interprètes si elle n'est pas contenue dans les limites bien définies. Nos collègues dans d'autres branches de l'interprétation en savent quelque chose. Et je crois que nous devons tous coopérer pour faire en sorte que le progrès dans ces domaines profite aux interprètes aussi bien qu'à leurs clients et pas simplement à ceux qui développent ces technologies. Je salue donc les représentants d'autres associations d'interprètes et de traducteurs qui nous ont rejoints aujourd'hui, les représentants des organisations internationales auprès de qui nous travaillons et aussi, s'il y en a, des clients privés qui sont avec nous aujourd'hui. Je voudrais aussi faire mention, si elle a pu arriver, je ne l'ai pas encore vue, la représentante de l'AFNOR, l'Association française de la normalisation, car nous devons toujours être présents lors des discussions sur les normes en matière d'interprétation. Comme il est question en ce moment aussi à l'ISO, à l'Organisation internationale de la normalisation. Tous ensemble, je crois que nous pourrons assurer l'avenir de la profession, la santé des interprètes et la qualité de leurs prestations. Nous sommes à la fin d'une semaine
très émouvante. Nous avons assisté à des célébrations de la vie de deux grands hommes de l'histoire, Nelson Mandela, qui nous a quittés récemment, et Willy Brandt, né en décembre 1913 et mort en 1992, dont on fête donc le centenaire de sa naissance. Et je me disais, en regardant les images à la télévision, combien cela a dû être un honneur, une joie, mais certainement aussi un stress énorme pour nos collègues qui leur prêtaient leur voix afin de faire passer leur message au monde. Nous sommes vraiment des privilégiés d'avoir pu vivre ces moments de l'histoire et continuer à le faire. Même s'il est bien connu que nous nous rappelons de rien après et n'avons surtout pas le droit d'en parler. Nous avons beaucoup célébré notre anniversaire partout dans le monde cette année. Et j'étais fière de l'installation qui a été créée spécialement pour nous à notre fête récente à Milan. On voyait l'image de ces personnalités de l'histoire et par un astucieux jeu de lumière, de lettres et de mots, on voyait apparaître sur l'écran l'un de leurs discours et l'on entendait la voix des interprètes reproduire leur message. Nous espérons bientôt mettre sur notre site des images de cette installation pour que vous puissiez tous les admirer, et aussi des images de notre célébration aujourd'hui, si vous le permettez. Ici à Paris, comme l'a dit Bettina, vous pouvez admirer l'exposition de photos de nos collègues pionniers de l'interprétation simultanée lors des procès de Nuremberg. Une exposition qui a été préparée par nos collègues allemands pour une série de séminaires sur l'interprétation qui a été organisée cette année en coopération avec le musée du procès et qui a été traduit pour vous aujourd'hui de l'allemand par nos collègues français. Paris, c'est, je crois, la dernière fête de l'année, au moins pour laïcs. Je sais que vous allez sans doute fêter la fin de l'année en famille. Et Paris nous ramène donc tout naturellement vers le lieu de notre naissance. Là où un petit groupe de 35 interprètes a créé par une procédure peu orthodoxe, car il n'y avait pas de quorum à cette séance-là, qui a dû être levée et reprise tout de suite, sans quorum, pour créer cette association. Créée donc de façon peu orthodoxe, cette association est aussi peu orthodoxe. Une association, certes, mais aussi un ordre professionnel et un syndicat international. Chose inconnue à l'époque et peu fréquente aujourd'hui, sinon totalement unique dans son genre. Une association peu orthodoxe pour des gens peu orthodoxes. Des interprètes des quatre coins du monde qui aiment se qualifier d'artistes. Certes, des artistes du verbe, mais qui ont souvent des talents insoupçonnés de musiciens, comme vous allez le découvrir plus tard, de peintres, de danseurs, d'acteurs et, comme vous le constatez très souvent dans les conférences, de vrais artistes qui parlent avec leurs mains, leur visage et leur corps entier. Je salue donc tout spécialement la vice-présidente de la FILS, l'Association française des interprètes en langue des signes, présent aujourd'hui avec nous. Nous savons qu'il y a eu un petit problème
en Afrique du Sud cette semaine avec l'interprétation en langue des signes. Et l'AIC a publié une déclaration sur son site pour appuyer les associations des interprètes en langue de signes et pour montrer, je peux comme Bettina a dit, cette idée de nous rassembler, de travailler ensemble pour améliorer toute la profession. Je vous souhaite donc à tous un très bon après-midi en écoutant Louis-Jean Calvet nous expliquer son baromètre des langues du monde et leur application au flux d'interprétation. Et même si nous n'avons pas encore un verre en main, je nous souhaite tous un très joyeux anniversaire, un bon après-midi et merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Merci.